Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Danser sous la pluie. Je m'appelle Myriam, j'ai 30 ans et ici je reçois des personnes inspirantes et résilientes qui ont réussi à rebondir malgré les épreuves de la vie. J'ai voulu comprendre, à travers ces entretiens, comment elles ont trouvé les ressources nécessaires et la force pour se battre alors que tant d'autres abandonnent et parfois sombrent. Aujourd'hui je reçois Justine. Elle fait partie de ces personnes pour qui avoir un travail épanouissant est primordial. Confrontée à un parcours semé d'embûches, Justine n'a jamais abandonné. Sa force et sa détermination à trouver son chemin de vie forcent l'admiration. Je vous laisse découvrir son histoire. Je m'appelle Justine, j'ai 30 ans et je vis à Lille depuis 2014-2015 à peu près, dans la métropole lilloise. Et aujourd'hui, je suis praticienne en réflexologie plantaire, soins énergétiques et je forme en Reiki et je reçois aussi en cabinet en soins en Reiki. Tout un programme. Oui. Est-ce que tu peux me dire ce que tu voulais faire quand tu étais petite et dans quoi tu étais douée ? J'ai toujours aimé aider les gens. Alors c'est pas du tout présomptueux, enfin c'est vraiment j'aime rendre service, j'ai toujours vraiment aimé ça. Et quand mes copines n'allaient pas bien, ça a toujours été vers moi qu'elles venaient se tourner et je savais juste les écouter et accueillir ce qu'elles me disaient et être là en fait avec empathie. Et ça c'est toujours quelque chose qui m'a animée, donc après, j'ai voulu être prof d'histoire géo pendant longtemps. Finalement, j'ai fait un bac L et puis je suis allée dans une prépa littéraire. D'accord. Parce que je savais pas du tout quoi faire de ma vie et enfin voilà, c'est aussi le problème entre guillemets des bons élèves, c'est que on est bon dans plein de trucs et donc on sait pas quoi faire et ce qui nous motive réellement. Donc j'ai suivi la voie classique d'une bonne élève et puis et après j'ai atterri en fac d'histoire, en troisième année de fac d'histoire à la Sorbonne à Paris. D'accord. Et après j'ai enchaîné sur un master en sciences politiques, puis un master 2 en coopération internationale, action humanitaire, politique de développement. Et mon but, c'était pendant longtemps, en fait, quand même, j'avais envie d'aller dans les pays en développement et de pouvoir aider les populations sur place. D'accord. Et ton premier travail, alors, ça a été quoi ? Mon premier travail, finalement, ça a été dans le développement durable. D'accord. Parce que mon master 2, mon stage de master 2 a été dans une association sur le développement durable où j'étais assistante de direction, assistante logistique pour une association qui mettait en place un festival en Corse. D'accord. Sur plein de thématiques, les arts, le développement durable, mais tout centré à chaque fois autour de l'humain et de la nature. Et finalement, je me suis rendu compte que leur façon d'être n'était pas vraiment en adéquation avec ce qu'ils prônaient. Et ça, c'est beaucoup le problème dans le développement durable. Et donc, mais ensuite, j'ai enchaîné sur un travail au ministère de la Défense pendant 3 mois aussi sur le développement durable où j'étais chargée de leur rapport d'activité sur ce domaine-là. Et ça s'est très bien passé, mais juste être derrière un bureau toute une journée, c'était absolument pas mon truc. D'accord. Je le supportais pas. Et ensuite, tu as eu d'autres emplois avant de t'orienter vers le Reiki ? Oui, j'ai entre deux, après mon premier emploi au ministère de la Défense, j'ai été vendeuse dans une marque de prêt-à-porter parce que j'avais besoin de travailler aussi, que je pouvais pas rester sans rien faire et que je trouvais pas dans ma branche et aussi que j'attendais que mon conjoint a fini ses études, donc il fallait que j'attende 1 an de plus à Paris parce qu'on était tous les deux sur Paris. Pardon. Et donc entre deux, j'ai trouvé ces petits boulots-là et j'ai vraiment adoré le contact avec les gens, le fait de pas être derrière un ordinateur, de pas être assise toute la journée aussi, de pouvoir être de conseiller les gens parce que finalement c'est vraiment ça, c'est être conseiller de vente. Et les gens revenaient en boutique pour me voir et pour discuter avec moi parce que je les mettais à l'aise, que je les écoutais et que finalement on passait un bon moment. Et ça, j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui t'a donné envie de changer de voie ? Parce qu'après, on a décidé de quitter Paris et de revenir donc dans le nord, d'où on est originaire. Et alors, entre deux, on est parti faire un mois de woofing en Irlande. Donc, le woofing, c'est travailler dans une exploitation agricole bénévolement en échange du gîte et du couvert. Et parce qu'on se disait, pourquoi pas finalement devenir maraîcher, parce qu'on n'avait plus du tout envie de travailler
dans notre domaine qui était soit le développement durable, soit la coopération internationale, parce que c'était des valeurs qui correspondaient pas aux nôtres finalement. On s'en est rendu compte en travaillant. Et donc là, on s'est dit aussi qu'on non, ça n'allait pas parce on travaillait beaucoup, 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 beaucoup trop. Ouais, D'accord. c'est pas ça, donc on avait envie de vivre non plus. Et, et donc après, on est de nouveau vraiment rentré à Lille, on s'est installé, j'ai cherché du travail pendant à peu près 8 mois environ, Mhm. 7-8 mois. J'ai eu l'opportunité de devenir directrice régionale pour la marque de prêt-à-porter pour laquelle j'avais travaillé en tant que conseillère de vente, D'accord. et donc dans le Nord. Et donc je gérais les 5 magasins du Nord. Alors j'ai eu 2 mois de formation et après j'ai travaillé pendant 6 mois et demi pour la boîte et donc ça s'est très 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 mal passé parce que finalement c'était pas du tout en accord avec les valeurs que moi je prônais et qu'on m'a aussi mise là pour essayer de redresser une zone qui était difficile et sauf que j'étais directrice régionale junior et que de ce fait-là, j'étais pas du tout armée pour faire face à ça et à une telle situation. Donc en fait, ça a été dur avec les équipes, ça a été dur aussi avec la hiérarchie. Je rentrais le soir et je m'effondrais en sanglots ou dans la journée, je craquais ou j'en prenais plein la figure et sans jamais pouvoir couper parce qu'on était tout le temps censé envoyer les chiffres donc et tout le temps être disponible pour les magasins s'ils devaient D'accord. nous joindre. Donc ça, c'était vraiment très très dur et ça a été pire au moment de Noël parce que c'est une grosse période et que moi, mon Noël, c'est en famille et j'ai pas vraiment pu le vivre. Donc là, je me suis dit, il faut que j'arrête. Donc heureusement, j'ai été soutenue par mon conjoint, par mes parents, par mes proches, ce qui est quand même rarement le cas dans un burn-out, parce que bah, j'étais clairement en burn-out. J'avais Ouais. énormément maigri aussi, j'étais vraiment dans un sale état. Et moi, ils m'ont dit, c'est pas possible, il faut que tu arrêtes parce que tu peux pas continuer comme ça, sinon ça va vraiment être terrible. Et je m'en suis rendu compte aussi. Mais c'est très difficile de... Alors déjà, quand on est soutenu, c'est très difficile de dire à son employeur, ben, je veux arrêter parce que ben, on se sent coupable, on pense que c'est de notre faute, qu'on n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour que ça aille mieux. Et on a peur aussi, on a peur de ses dirigeants. Donc, mais voilà, j'ai réussi à le faire au moment de la rentrée de janvier. J'ai appelé ma chef en lui disant que je voulais arrêter. Et Mhm. je leur ai laissé 2 mois pour trouver quelqu'un d'autre pour me remplacer. Et en échange, ils mettaient fin à ma période d'essai parce que j'étais toujours en période d'essai enfin, pendant 8 mois et demi. Ah ouais, quand même. Ouais, ça c'est quand on est cadre en général, c'est ça. Donc c'est 4 mois renouvelables une fois. D'accord. Et donc de cette là, j'ai pu avoir le chômage, heureusement. Sinon, je l'aurais pas forcément eu. D'accord. En arrêtant donc mon poste, bon, voilà, j'étais un peu perdue, plus des problèmes de santé qui s'y sont rajoutés parce que évidemment quand on va pas bien, ben on chope des maladies Mhm. et des problèmes de santé, ça c'est inévitable quasiment. Donc j'étais un peu paumée complètement et donc en fait je me suis fait une sorte de petit bilan de compétences à moi-même où j'ai écrit tous les mots qui me caractérisaient et ce que j'aimais et de ce fait-là, est clairement apparu le fait qu'il fallait de nouveau que je revienne sur la thématique d'accompagner des personnes qui ne vont pas forcément bien. Mais tout ce qui est bien-être, Reiki, etc., je le mettais toujours de côté parce que je me sentais pas forcément encore légitime à y aller. D'accord. Je me mettais des œillères en fait. Et finalement, je me suis dit, bah, je voulais créer ma boîte parce que ça, j'ai toujours voulu être mon propre patron. J'aime pas avoir un chef au-dessus de moi. Mhm. Je sais me gérer toute seule. Et là, en revanche, je me suis dit, c'est bon, il est temps de vraiment faire quelque chose pour moi et donc de lancer ma boîte. Et j'ai plus ou moins créé une entreprise qui s'appelait Va-Vie Étudie et où le but, c'était d'accompagner des nouveaux bacheliers qui arrivaient dans les grandes villes, qui habitaient en campagne, qui arrivaient dans les grandes villes et les coacher pour qu'ils se sentent pas perdus au début de leur entrée à la fac. D'accord. Sauf que ça n'a pas vraiment marché. Finalement, je me sentais pas tellement légitime à ça et j'ai fait une demande à l'univers début septembre, donc où on s'adresse à l'univers et si on croit en d'autres choses, en des termes très positifs. Donc par exemple, j'ai trouvé mon chemin professionnel et je vois les signes qui vont m'orienter sur ce chemin et on donne un délai. Donc moi j'ai laissé un mois. Et au bout de 3 jours, j'ai de nouveau cherché sur Internet une formation en relaxation, chose que j'avais faite
un paquet de fois avant et où je trouvais pas de formation vraiment qui m'appelait. Mm. Au moment où j'étais en woofing en Irlande, donc mes parents enfin leur passion c'est l'énergie, enfin voilà, je baigne dedans depuis que je suis toute petite, Mhm. même s'ils n'en ont pas fait leur métier. Et ils ont commencé à se former tous les deux au Reiki quand j'étais en Irlande, donc je suis rentrée, ils m'ont fait des soins et D'accord. j'ai adoré. Donc j'ai commencé à me former aussi, donc ça devait être en 2012 ou 2013, le premier niveau. Ah Six oui. mois après, je passais le deuxième. Donc j'ai eu vraiment ça et en fait j'ai aussi pris le poste dans la marque de directrice régionale en me disant j'ai le Reiki avec moi donc je vais pouvoir essayer enfin je vais avoir cet outil-là en plus pour essayer d'instaurer quelque chose de chouette et de beau avec les équipes, ça va m'aider, enfin je vais pouvoir insuffler de la lumière dans tout ça. Alors c'était peut-être effectivement très présomptueux, Mhm. mais c'était en tout cas bon, ça n'a pas du tout été possible parce que quand on est la tête dans le guidon et que on s'en prend plein la figure H24, c'est pas possible. On n'a pas le recul nécessaire pour pouvoir utiliser des outils comme ça. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'aide ou de vraiment s'arrêter. Et j'avais beau essayer de me dire qu'est-ce que je veux faire, je trouvais pas. Je vois beaucoup de gens là actuellement au cabinet qui me disent j'en peux plus de mon travail, je sais pas quoi faire. Mhm. Mais il faut s'arrêter et poser, prendre le temps et pour que déjà les choses se tassent et que nous on se calme et qu'on puisse s'apaiser. Et pour après laisser les choses arriver et se présenter à nous. Quand on est complètement dedans, c'est pas possible. Ouais, Et on bien n'est sûr. pas prêt de toute façon. Mhm. Et je suis tombée sur une formation en relaxation qui était plutôt des soins énergétiques à Lille, juste à côté de chez moi, qui commençait 5 jours après et j'avais de quoi la payer. Donc, et je suis arrivée là-bas le premier jour et je me suis dit, bah oui, c'est ça que je veux faire. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un peu en quoi ça consiste le Reiki? Parce que je pense qu'il y en a pas mal qui ne connaissent pas du tout. Donc, c'est une technique d'auto-guérison d'origine japonaise et le praticien canalise l'énergie qu'il y a tout autour de nous. On appelle ça l'énergie de l'univers Mhm. et on le retransmet soit à soi-même, soit à la personne en posant les mains à différents endroits. Et le but, c'est de venir booster le potentiel d'auto-guérison de chaque personne. Par exemple, une personne se coupe, ça cicatrise, bon, ça c'est l'auto-guérison du corps. Ou par exemple, une personne qui est en dépression, après elle va mieux, mais par elle-même, ça s'appelle la résilience. Mais c'est pareil, c'est le corps qui s'auto-guérit, c'est le corps qui fait le travail. Parce qu'on a tous cette capacité-là qui est plus ou moins développée selon aussi l'état dans lequel on est. Si on est plus fatigué, etc., on est plus vulnérable. Donc on peut moins s'auto-guérir, c'est moins facile. Si on est dépressif, c'est moins facile aussi. Plus on va bien et plus le corps s'auto-guérit facilement et efficacement. Et le Reiki va venir donc arriver dans la personne et activer cette auto-guérison-là, donc l'accélérer. D'accord. Et Et pour qui est destinée cette pratique? absolument tout le monde. Et c'est ça qui est chouette avec le Reiki, c'est qu'il n'y a pas de don à avoir. Mhm. Euh, à partir du moment où on est formé, où on reçoit des initiations, les initiations, elles visent, pardon, à aligner l'énergie de la personne sur l'énergie du Reiki. C'est comme une fréquence radio où on vient chercher la fréquence du Reiki. Ben là, on aligne les deux, c'est pareil. Et donc, à partir de ce moment-là, tout le monde peut transmettre du Reiki toute sa vie. D'accord. On laisse passer l'énergie, on accueille ce que les gens nous disent, et ensuite on fait. Et ce qui se passe quand on laisse faire les choses juste dans l'amour et la bienveillance, c'est magnifique. Et de voir les gens arriver qui sont complètement déprimés, qui ne vont pas bien, ils reçoivent le soin et ensuite ils ressortent de là avec un grand sourire et complètement apaisés ou complètement chamboulés. Et ça c'est génial. D'avoir un retour aussi vite et de voir les gens aussi bien, c'est extraordinaire. Je me doute. Tu soignes beaucoup de personnes très différentes qui ont des parcours de vie parfois douloureux. Comment tu fais pour te protéger de ce qu'ils te racontent? Je ne sais pas, parce que ça, c'est une faculté que j'ai depuis toute petite. Quand je te disais, mes copines, elles venaient me voir et elles me parlaient de leurs problèmes et j'accueillais ça. Et puis voilà, en fait, j'ai toujours su me mettre dans cette posture, donc qui finalement est une posture professionnelle où j'arrive à avoir le recul nécessaire pour écouter avec empathie et bienveillance. Mhm. Et j'ai des personnes qui vont me parler de viol, de harcèlement, vécu petite, où enfin, des personnes qui ont subi des violences énormément, ou des gros burn-out qui sont vraiment dans un sale état, qui ont vécu ou des deuils, qui ont vécu des choses très dures. Et au cabinet, je le reçois et juste je suis dans un état d'écoute active, donc ça leur fait déjà beaucoup de bien. Mais entre guillemets, ça me touche pas.
Alors que si on me parle de ça dans la vie, juste en tant que moi, Justine, à la limite, je vais pleurer avec la personne. D'accord, ouais. Donc voilà, je sais pas comment je fais, mais ça c'est une grande chance parce que effectivement c'est pas possible de pleurer avec la personne quand elle nous raconte des choses horribles. Au contraire, on doit être comme un pilier auquel elle puisse se raccrocher et juste être un défouloir et on reçoit point. Mais voilà, je sais pas comment je fais. D'accord. Désolée. Et est-ce que tu penses qu'il y a des personnes résilientes et est-ce que tu vois un point commun entre elles? Moi finalement je reçois quasiment que des personnes comme ça parce que si déjà elles font la démarche de venir en cabinet et pour se faire, voilà, elles font la démarche de venir se faire aider. Donc finalement, je vois que des personnes comme ça. Mais après, il y a des personnes qui décident de toujours voir la vie en noir et qui n'auront jamais la force de se battre. Oui, il y en a aussi, ouais. Ouais, donc Mais tu bon, penses que c'est plus un état d'esprit, des oui, gens qui je seraient pense. optimistes et d'autres plutôt Bah pessimistes? oui, oui, je pense, ouais. Et est-ce que tu penses que les chemins de vie existent et que tu as trouvé le tien? Alors oui, clairement, oui, oui, je pense vraiment qu'on a un grand tapis rouge, comme ma maman dit, qui se déroule devant nous quand on est dans son chemin, et qu'on a, oui, un grand chemin de vie, ça c'est clair et net. En revanche, je pense aussi qu'on a vraiment la possibilité de pouvoir ouvrir des portes sur ce chemin de vie et de pas forcément y rester, parce qu'on est aussi sur la planète du libre arbitre, et que si finalement on décide de faire quelque chose d'un peu différent, et ben on va nous laisser y aller parce qu'il faut qu'on teste et qu'on expérimente. Mais c'est comme la vie elle est tortueuse, elle est pas droite. Et c'est aussi comme ça qu'en testant différentes choses, qu'on finalement on peut y revenir. Et ça serait pas drôle d'ailleurs si la vie était complètement alignée et droite, je pense. Et c'est comme ça enfin moi je pense que c'est comme ça qu'on s'enrichit et qu'on devient qui on est vraiment. Et oui, je pense que là, clairement, je suis sur mon chemin de vie. Vu comment tout se déroule bien, oui, je suis dessus. Et je suis tellement heureuse dans ce que je fais qu'il n'y a pas de raison. Mais il faut aussi régulièrement s'y replacer Mhm. et réfléchir à ses valeurs. Il n'y a pas longtemps en formation, parce que je forme en Reiki, oui, c'est ce que je disais. Oui. En formation, je disais que parfois il faut dire non à l'argent entre guillemets facile et retrouver ses valeurs pour arriver à l'abondance. Parce que, par exemple, dans mon métier, il y en a beaucoup qui vont essayer de faire des soins en entreprise dans le bien-être. Et alors, j'ai essayé, c'est absolument pas mon truc, parce que faire 10-15 minutes à chaque salarié à tour de rôle et ils s'enchaînent, je trouve ça pas du tout bénéfique et c'est pas du tout ce que j'aime faire. Moi, j'aime prendre du temps avec la personne, discuter avec elle, m'occuper d'elle, être vraiment 100% avec elle pendant une heure et demie. Mhm. Euh, et donc de cette mais parce que en fait ça reprend ta question tout à l'heure où tu me disais combien de temps ça prend. Ouais. Il faut à peu près 3 ans et demi pour savoir une entreprise classique si ça va fonctionner ou pas. Donc bah, je suis tout à fait d'accord. Les rendez-vous c'est quelque chose de très aléatoire donc c'est très compliqué de se baser pardon que sur ça pour aussi vivre. Il y en a qui arrivent très bien mais donc souvent on a besoin d'un fixe entre guillemets à côté. Donc il y en a qui se tournent vers les entreprises et moi ça ne m'a pas plu du tout donc j'ai décidé d'arrêter ça et de finalement les formations au Reiki se sont imposées en moi parce que j'ai toujours su que je voulais former au Reiki mais je me sentais toujours pas prête à le faire et à partir d'un moment donné je me suis dit oui là je peux y aller et grâce aux formations grâce aux rendez-vous maintenant je vis de mon activité au bout de 3 ans et demi. Ouais. Et qu'est-ce que tu conseillerais à ceux qui aimeraient changer totalement de voie professionnelle mais qui ont peur de se lancer? Il faut risquer. De toute façon, la vie, enfin, c'est des prises de risques tout le temps. Si on reste tranquillement dans son petit confort, enfin, pour moi, c'est pas ça la vie. Alors, c'est important, hein, je suis d'accord, mais est-ce qu'on sera à 100% heureux si on a le salaire qui tombe tous les mois, mais avec un travail qui nous plaît pas? Alors, je dis pas, ça n'a pas été drôle pendant 2 ans, ça n'a pas été facile. Après, j'avais aussi la chance d'avoir un conjoint qui avait un métier, donc je pouvais me poser sur lui. Mhm. Mais même prendre un travail à mi-temps, par exemple, et lancer son activité pro à côté, enfin, je pense qu'il y a toujours moyen, mais il faut vraiment se lancer. Et à partir du moment où on est convaincu que ce dans quoi on se lance, c'est ce qui nous va, c'est juste, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Ça, j'en suis persuadée. Et après, il faut demander de l'aide à l'univers, demander de l'aide à ceux en quoi on croit. Ça, c'est vraiment très, très, très efficace aussi. Il faut pas rester sans rien faire, il faut être proactif. Enfin voilà, il faut être co-créateur de ses vies, comme on dit aussi en Reiki. Ce podcast est terminé.
Je tenais encore à remercier Justine pour sa sincérité et son partage d'expérience. J'en profite pour mettre en barre d'infos son cabinet de Reiki à Lille. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, le partager et le commenter. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.